Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Gatemery et je suis Anne Gersar, sa fondatrice. L'intention de ce podcast est de challenger notre définition de la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, j'invite des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs. Et leur point commun, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, je vais décrypter l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leurs prises de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur carrière. Mon objectif est de vous nourrir de ces parcours de vie pour que vous puissiez à votre tour inventer votre propre réussite. Si ma démarche vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Mettez-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou bien partagez le podcast à vos amis sur les réseaux sociaux. Bref, chaque geste compte et ça me donnera un gros coup de boost. Allez hop, je laisse place à l'épisode de la semaine. Pour ce nouvel épisode de Gatemery, j'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois Madame la ministre de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à le faire. C'est un épisode que j'ai enregistré 2 semaines avant que Madame la ministre soit nommée. Elle était à l'époque directrice générale d'HP en Afrique. Elle y retrace son parcours avec profondeur. Mes parents étant illettrés, je les ai accompagnés très jeunes dans toutes les formalités administratives et je me rendais compte parfois de l'humiliation qu'ils subissaient quand mon père devait faire une croix sur un document parce qu'il ne savait pas écrire son nom. J'avais beau être petite, mais je voyais à la fois dans ses yeux la peine que c'était, la gêne et la honte qu'il pouvait ressentir parfois. Je voyais aussi dans le regard des autres un certain mépris qui me faisait mal, mais qui me faisait mal. Et c'est absolument passionnant. Dans l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui, j'ai voulu connaître l'envers du décor de la prise de poste de Madame la ministre et surtout mieux comprendre ses actions dans sa nouvelle fonction. Avec Madame la ministre, on a parlé de la loi sur les quotas pour les femmes, de l'index de la diversité dans les entreprises, des violences faites aux femmes et des mesures qui ont été mises en place pour y faire face. Et elle nous partage aussi comment elle a pu accepter sa réussite et se défaire du syndrome de l'imposteur. Je tenais également à remercier toute l'équipe du cabinet ministériel et particulièrement Lila Safraoui pour l'organisation de cet enregistrement. J'ai beaucoup appris de cet épisode et sincèrement, j'en ai eu des frissons, tant la situation des femmes et des enfants dans notre pays est alarmante. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Madame la ministre Elisabeth Moreno. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Enger. Je suis ravie, vraiment merci de m'accueillir. Et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans votre ministère. Merci beaucoup. La dernière fois que l'on a échangé, on était en plein confinement, c'était le premier confinement. Et vous étiez encore à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et il s'en est passé des choses, parce que vous étiez directrice générale de HP Afrique. Comment allez-vous depuis ? Écoutez, ma vie a complètement changé depuis, comme vous pouvez l'imaginer. Je pense que 2 semaines après notre entretien, j'ai été contactée un samedi soir par Matignon, par le directeur de cabinet de Jean Castex, qui m'a dit qu'il pensait à moi pour rejoindre le gouvernement. Et je vous laisse imaginer la scène. Vous êtes confinés, vous êtes à Johannesburg, il fait froid, et vous recevez un coup de fil et vous vous dites c'est une blague. Et finalement, c'est pas une blague et je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait fait, que d'avoir l'opportunité d'occuper les fonctions et les responsabilités qui sont les miennes et de pouvoir rendre ce que j'ai reçu et de pouvoir aider d'autres à réussir et en utilisant mon expérience, en utilisant mon enthousiasme, ma détermination pour faire en sorte que l'égalité dans notre pays devienne réelle et concrète pour toutes les citoyennes et les citoyens. C'est drôle parce que dans le premier épisode, nous avons parlé de tous ces sujets. Donc moi, j'ai pas du tout été étonnée quand vous avez été nommée, pour être honnête. Moi, oui. Moi, j'ai été surprise. Je me suis dit que c'était une évidence parce qu'on avait parlé de l'égalité homme-femme, de la diversité, du besoin d'inclure plus de profils divers, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles, etc. Quand vous êtes venue dans le ministère, quelles ont été vos premières impressions ? Je sais que vous êtes une personne qui apprend très vite et qui aime apprendre. Qu'est-ce que vous avez dû apprendre ? Beaucoup. Vous savez, c'est pour moi comme
changer de pays. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai vraiment changé de pays entre l'Afrique du Sud et la France. Mais c'est comme si vous arrivez dans un endroit où vous savez tout le potentiel qu'il y a à réaliser, parce que les missions qui sont les miennes aujourd'hui sont éminemment importantes, que l'on parle de l'égalité entre les femmes et les hommes, que l'on parle de la promotion de la diversité ou de l'égalité des chances. Ils sont au cœur de notre société aujourd'hui, parce que dans une période de crise sanitaire aussi importante que celle que nous sommes en train de vivre, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, l'humain revient au centre de tous les débats, de tous les combats. Et vous le savez peut-être, mais pendant cette crise sanitaire, on a vu les violences intrafamiliales exploser. Et on ne peut pas parler de l'égalité entre les femmes et les hommes si on ne parle pas de la protection des femmes. On ne peut pas accepter que dans notre pays, en 2021, des femmes meurent parce qu'elles sont femmes. On ne peut pas accepter que dans notre pays, en 2021, des femmes gagnent entre 9 et 27% de moins que les hommes. 9% à compétences égales. C'est incroyable. On ne peut pas accepter que des personnes talentueuses, compétentes et capables ne voient pas leur CV étudié, considéré, du fait de leur origine sociale, du fait de leur origine culturelle. C'est pas acceptable. Il y a dans le triptyque de nos valeurs républicaines la liberté, l'égalité et la fraternité. Et moi, ma passion aujourd'hui, c'est de défendre l'égalité et la fraternité. Et je pense que c'est comme ça que nous allons réconcilier notre pays. C'est comme ça que nous allons le relancer. Et nous aurons besoin de tous les talents, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Et vous avez brisé un plafond de verre il y a quelques années quand vous êtes devenue directrice générale de Lenovo en France. D'une part parce que vous êtes une femme et d'autre part parce que vous êtes noire, faut quand même le dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la proposition de loi pour l'instauration des quotas pour les femmes dans les comités de direction. Quel est votre avis là-dessus ? Eh bien, mon avis, il est assez simple. Vous savez, quand j'ai démarré ma carrière il y a 30 ans, je n'aurais jamais imaginé que 30 ans après, il n'y aurait qu'une seule femme qui dirigerait un grand groupe du CAC 40. Catherine McGregor, qui est remarquable au demeurant. Incroyable, ouais. Nous avons 4 femmes qui dirigent des organisations du SBF 120, alors même que les femmes aujourd'hui dirigent des États, qu'elles dirigent des organisations internationales, qu'elles sont parfaitement formées, qu'elles sont parfaitement capables, qu'elles sont parfaitement compétentes. Et quand j'ai démarré ma carrière, je n'aurais jamais accepté qu'on me recrute parce que je suis un quota. Je n'aurais jamais accepté qu'on me recrute parce que je suis une femme ou parce que je suis noire ou parce que j'ai un handicap. Ça aurait été pour moi humiliant. Je voulais qu'on me recrute pour mes compétences. Mais j'ai aujourd'hui 50 ans et je me rends compte que ça va tellement lentement qu'il va nous falloir encore 54 ans d'après le Forum économique mondial, 54 ans au niveau européen et 257 ans au niveau planétaire pour arriver à une parité parfaite. C'est d'une injustice que je suis incapable d'expliquer à mes 2 filles ou à ces jeunes filles que je rencontre dans les collèges et les lycées que je vais visiter. Et il me semble qu'il est important, si nous voulons vraiment rendre cette égalité réelle et concrète dans notre pays, il est important que nous donnions des objectifs chiffrés aux entreprises, des objectifs que nous puissions mesurer, parce que si nous ne comptons pas les femmes, elles ne compteront pas. C'est pas moi qui le dis, c'est l'association Sista qui fait un travail remarquable sur l'émancipation économique des femmes. Et je crois que c'est une manière finalement de rendre justice à notre valeur d'égalité. Parce que quand je dis que je suis favorable à des objectifs chiffrés, on me dit mais et la méritocratie ? Eh bien, je crois justement que mettre des objectifs chiffrés et exiger des entreprises qu'elles réajustent, qu'elles rééquilibrent leur comité de direction, leur COMEX, leur cadre dirigeant, etc., c'est ce qu'il y a de plus méritocratique. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont méritantes, mais on ne leur donne pas la possibilité de le démontrer, de le prouver. Et ce que je veux, c'est forcer le destin, puisque manifestement, le destin n'arrive pas à se forcer tout seul. Et j'ai un exemple concret. La loi Copé-Zimmermann, il y a 10 ans, quand on a commencé à en discuter, il y a eu un tollé général. Et j'ai entendu à l'époque, j'étais jeune manager,
Mais c'est un scandale. Pourquoi favoriserions-nous les femmes? Mais c'est un scandale. Et la méritocratie? Mais c'est un scandale. On va pas faire des quotas pour permettre à certaines de réussir plus que d'autres. Mais est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, on ait moins de 30% de femmes qui soient créatrices d'entreprises? Est-ce qu'il est normal qu'on ait seulement 12% de femmes qui créent des entreprises dans la tech, alors même qu'on sait que un job sur 5 qui sera créé dans les 3 prochaines années sera dans les technologies? Vous vous rendez compte des opportunités que les femmes manquent juste parce que ce sont des femmes? Est-ce qu'il est normal qu'il y ait autant de difficultés de trouver des financements pour les entreprises qui sont créées par les femmes? Est-ce qu'il est normal qu'on ait encore 43 entreprises dans notre pays qui ait seulement 0 ou seulement une femme dans les 10 plus gros salaires? C'est incroyable. Est-ce que ça vous paraît normal? Pas du tout, ouais. Eh bien, partant de ce principe que ça n'est pas normal, et qu'encore une fois, je ne demande pas la charité, je ne suis pas en train de quémander. Demander la parité, ça n'est pas quémander la charité. C'est juste une question de justice sociale et permettre aux jeunes filles qui étudient aujourd'hui, leur permettre de penser que demain, elles pourront avoir accès aux opportunités. Et c'est de dire aux entreprises que nous parlons d'une question de performance, d'efficacité et de rentabilité et de durabilité. Parce que je crois et je suis convaincue que les entreprises les plus durables demain seront les entreprises qui seront les plus citoyennes et les plus responsables. Et quand on sait que le coût des discriminations dans notre pays est de 150 milliards d'euros, comment vous dire qu'il est temps que l'on comprenne, comme plusieurs cabinets ont fait des études sur cette question depuis longtemps maintenant, que la parité, la mixité, la diversité sont des richesses pour les entreprises. Mais je vais vous dire une chose, j'ai beaucoup de confiance parce que lorsque nous avons commencé à discuter de ces questions, beaucoup d'entreprises nous ont dit qu'elles y étaient favorables. Il y a eu des tribunes qui sont parues dans les plus grands journaux pour dire « nous sommes prêts ». Parce que c'est non seulement une question de justice sociale, mais c'est aussi une question de performance pour nos entreprises et c'est une question d'attractivité. Les femmes peuvent aujourd'hui choisir les entreprises dans lesquelles elles vont travailler. Les jeunes peuvent choisir les entreprises dans lesquelles elles vont travailler. Et si les entreprises veulent attirer tous les talents, il faut qu'elles montrent qu'elles sont inclusives. Et je crois que nous avons encore du travail. Quand je vois le résultat qui a été publié lors de l'index égalité au mois de mars, nous avons encore du travail. Seulement 2% des entreprises atteignent 100% de parité. 2%. C'est fou. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut mieux faire. Je pense avoir lu plein de choses là-dessus, mais là, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et vous savez, en fait, vous parliez tout à l'heure de la proposition de loi que Marie-Pierre Rixain a déposée. Moi, je crois que les lois sont nécessaires pour faire bouger les lignes, mais elles ne sont pas suffisantes. Je me réjouis que on pousse les lois parce que c'est celles qui vont donner la tonalité, comme la loi Copé-Zimmermann l'a faite. Mais il y a une question de changement de mentalité, de changement de culture. Je pense qu'on est rentré dans une période de transformation civilisationnelle dans laquelle la première étape, c'est l'éducation. L'éducation à la maison, apprendre à nos petites filles qu'elles sont capables, qu'elles sont compétentes, qu'elles sont fortes, qu'elles sont intelligentes. Apprendre à nos jeunes garçons qu'ils doivent respecter les femmes parce qu'elles sont leur égales. Apprendre à l'école que les métiers n'ont pas de genre. Apprendre à l'école que l'on peut devenir spationaute si on a envie et qu'on est une fille, et que si on a envie d'être nounou et qu'on est un garçon, on peut le faire. Il faut détricoter, il faut désapprendre pour réapprendre qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est la réussite de tous qui fera la réussite de notre pays. Complètement en phase. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous revoir pour avoir votre avis sur ces sujets-là dont on avait parlé dans l'autre épisode. Vous avez proposé aussi l'instauration d'un index sur la diversité. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous l'avez proposé et qu'est-ce que vous attendez de cet index-là? La raison pour laquelle nous travaillons sur cet index diversité, c'est parce que lorsque j'étais dans le monde de l'entreprise et que je discutais avec mes collègues dirigeants, beaucoup d'entre eux me disaient
Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait davantage de diversité dans mon entreprise, mais le sujet est tellement sensible et je sais pas par quel bout le prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faudrait que je forme mes collaborateurs, la direction des ressources humaines, qu'il faudrait que je forme mes managers, etc. Mais il n'y a pas que ça et j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Et puis, il y a d'autres dirigeants qui me disaient, mais moi, mon entreprise est tout à fait diverse. Et quand je leur demandais qu'est-ce que c'était pour eux que la diversité, ils savaient pas toujours l'expliquer et parfois ils se sentaient un peu mal à l'aise. Et ce que nous avons souhaité au travers de cet index diversité, c'est à l'instant T de prendre une photographie, de faire une diagnostic de la diversité à la fois sociale, parce que vous savez qu'il faut 6 générations aujourd'hui pour un enfant d'ouvrier d'espérer devenir cadre. 6 générations. C'est énorme. C'est énorme. Quand on voit le niveau d'éducation qu'il y a en France, c'est inexplicable. Et donc l'idée, c'est de dire que vous vous trouviez sur les territoires ultramarins, dans les zones rurales ou dans les quartiers défavorisés, que vous ayez la possibilité de rentrer dans une entreprise, petite, moyenne ou grande, dès lors que cette entreprise vous intéresse. Et que cette entreprise ouvre ses bras à des méthodes différentes de recrutement. Je pense au recrutement par vidéo, je pense au recrutement sur CV anonyme, parce que on fait les choses de la même manière. On recrute aujourd'hui comme on recrutait en 1980, alors que notre société a fondamentalement changé. Donc, l'objectif de cet index, qui se fera sur la base de l'anonymat et qui se fera sur la base du volontariat, parce que je pense que si on veut que ça fonctionne, vous pouvez pas forcer certaines choses. Il faut que les dirigeants donnent le ton, il faut que les ressources humaines donnent le ton, il faut que les managers donnent le ton, et pour qu'ils donnent le ton, il faut qu'ils en comprennent l'intérêt et la nécessité par eux-mêmes, sans que nous forcions les choses systématiquement. Et ce qui me donne beaucoup de courage sur ce sujet-là, c'est que dès que nous avons commencé à parler de l'index diversité, plein d'entreprises nous ont toqué à la porte pour nous dire on veut participer, on veut être pilote. Vous voyez, je pense que on parle beaucoup de ce qui ne fonctionne pas dans notre pays, mais on parle pas beaucoup de ce qui fonctionne. Et il y a énormément de choses qui fonctionnent. Il y a beaucoup de gens qui sont volontaires. Il y a beaucoup de gens qui ont envie que nos valeurs d'égalité et de fraternité aient une réalité concrète pour tous. Qu'elles s'incarnent dans l'entreprise. Mais c'est pas facile, c'est pas toujours simple. Et mon rôle, à la place qui est la mienne, eh bien, c'est de rendre possible ce qui est souhaitable. Et je pense qu'il est souhaitable que nous donnions la possibilité à toutes les personnes qui ont du talent, indépendamment de leur origine sociale, de leur origine culturelle ou ethnique, la possibilité de réussir dans leur carrière professionnelle. Vous savez, et quand je parle de carrière professionnelle, je parle évidemment du recrutement, mais également de la mobilité, du développement dans l'entreprise. Il s'agit pas de rentrer, il s'agit de rentrer et de pousser les murs, briser les plafonds de verre pour pouvoir réussir. Vous savez, quand on a commencé à parler de l'index, en même temps, on a travaillé sur une plateforme de lutte contre les discriminations, qui malheureusement fonctionne. Je dis malheureusement parce que on voudrait qu'il n'y ait pas de discrimination et qu'on n'ait pas besoin d'une plateforme de lutte contre les discriminations. Mais cette plateforme qui est portée par le défenseur des droits, ça fait quoi? Ça fait 1 mois qu'on l'a lancée. Il y a eu plus de 10 000 consultations sur leur site internet, plus de 3 000 appels. Il y a eu plus de 650 chats de personnes qui disent « nous sommes discriminés ». Nous avons besoin d'aide. Nous n'avons pas forcément les moyens d'appeler un avocat, mais c'est pas normal. Nos droits sont bafoués. Et ça, du coup, c'est des discriminations dans l'entreprise? Et ce sont des discriminations dans toute la société. Dans l'entreprise, mais dans toute la société. C'est des discriminations liées au handicap, liées au genre. Vous savez, il y a 25 critères de discrimination légale prohibée dans notre pays. Ces 25 discriminations, aujourd'hui, elles peuvent être entendues sur cette plateforme par des personnes qui sont formées sur ces questions-là et qui vont vous prêter une oreille attentive. Il n'y a rien de pire que de rester seul avec votre discrimination. Et c'est ça l'objectif de cette plateforme, c'est d'entendre votre doléance, de voir si c'est une discrimination ou pas. Parce que parfois, quand vous n'avez pas une promotion, c'est pas forcément parce que vous êtes discriminé, c'est parce que un autre candidat est meilleur que vous. Donc, c'est comprendre ce que sont ces discriminations, c'est
renvoyer les personnes vers les services de l'État compétents lorsque c'est nécessaire, c'est les renvoyer vers des associations qui sont expertes sur ces sujets lorsque c'est nécessaire, c'est les accompagner vers un avocat lorsque c'est nécessaire, vers un médiateur lorsque c'est nécessaire, et j'encourage toutes vos auditrices et auditeurs, lorsqu'elles ont l'impression d'être discriminées, cette plateforme est accessible sur Internet, sur antidiscrimination.fr ou alors au 3928, parce que c'est en s'attaquant à ces discriminations que nous ferons vivre nos valeurs d'égalité. Et puis, il y a un autre sujet qui me paraît important de mentionner, c'est que les 3 discriminations les plus importantes qui nous ont été remontées ce dernier mois, c'est l'emploi, le logement, et le handicap. Okay. Ça vous surprend pas? Non. Ça ne m'a pas surprise non plus. L'emploi, c'est ce qui nous permet de nous réaliser. C'est ce qui nous permet de nourrir notre famille. C'est ce qui nous permet de devenir ce que l'on a envie de devenir, de nous accomplir, de nous émanciper. Et on ne peut pas à la fois avoir des secteurs en tension où on dit on n'arrive pas à recruter, et en même temps, des gens qui désespèrent de travailler, mais qu'on ne recrute pas. Et c'est pour ça que ce soit dans les entreprises privées ou dans les entreprises publiques, il faut que nous mettions en place cet index diversité pour que tout le monde ait les mêmes chances de réussite. Super. Je mettrai tous les liens de justement de tout ce que vous avez dit Merci. Sur les références de l'épisode. Ces derniers temps, les sujets des violences conjugales, de l'inceste, de MeToo, etc., malheureusement était très présent dans l'actualité. Je sais que vous aussi, vous avez beaucoup fait de prises de parole sur ces sujets-là. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place ou que vous comptez mettre en place? Alors, d'abord, je veux vous dire, parce que moi je suis arrivée il y a 8 mois, je crois que depuis que le président de la République a décidé que la grande cause du quinquennat, ce serait l'égalité entre les femmes et les hommes, on n'a jamais autant parlé de la question des femmes. Vraiment. Non, c'est vrai. Et on ne peut que s'en réjouir. Que ce soit sur les questions des violences, il y a eu un Grenelle des violences conjugales en 2018. 46 mesures sont issues de ce Grenelle, comme le fait de déployer des bracelets anti-rapprochement pour éloigner les agresseurs, le fait d'avoir des ordonnances de protection pour éloigner les agresseurs, le fait, on a augmenté entre 2015 et 2020 le nombre de places d'hébergement de 60%, parce que quand je rencontre des femmes qui sont victimes de violences et que je leur dis mais pourquoi vous êtes restées si longtemps, parce que certaines restent 5, 10, 15, 20 ans, elles me disent parce que j'avais peur de la précarité, je savais pas où j'allais atterrir, je voulais pas mettre mes enfants en difficulté, et donc c'est important de pouvoir les accompagner quand elles doivent partir. Et par exemple, on a décidé de rendre disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 le 3919, qui est la ligne que les femmes qui sont victimes de violences, ou toutes les victimes de violences en général, parce que la violence dans les couples malheureusement peut toucher tout le monde, eh bien c'est qu'on puisse appeler le 3919 7 jours sur 7, 24 sur 24, pour que les territoires ultramarins puissent y avoir accès, pour que les personnes en situation de handicap puissent y avoir accès. C'est toutes ces mesures-là démultipliées avec le travail des associations qui font un travail remarquable sur le terrain pour écouter, pour entendre, pour accompagner. Eh bien, je pense que c'est en train de changer. Les mentalités sont en train de changer. Il y a 5 ans, une femme victime de féminicide serait fait partie des faits divers. Aujourd'hui, ça fait la une des journaux. Et on en parle parce qu'on se rend compte que ça n'est absolument pas normal. La honte est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. Et il est essentiel que nous accompagnions cette libération de la parole. Moi, je salue le courage dont les victimes font preuve, parce qu'il faut du courage pour dire qu'on a été victime d'inceste. Bien sûr. Il faut du courage pour dire qu'on a été tabassé par la personne qu'on a aimée et qui est le père de notre enfant. Il faut du courage pour dire qu'on a été violé parce qu'on est une personne gay ou lesbienne. Et c'est pour ça que l'État travaille d'arrache-pied sur ces questions. Adrien Taquet avait commencé bien avant le livre de Camille Kouchner, qui a mis la lumière sur ce fléau de l'inceste et dont les associations parlaient depuis longtemps, au passage. Ça fait longtemps que les associations disent que 1 enfant sur 10 dans notre pays est victime d'inceste.
un enfant sur 10. C'est 3 enfants dans une classe de CM2. Vous vous rendez compte? C'est dramatique. Des vies brisées. Et donc, il avait déjà commencé à faire un travail de fond, notamment, par exemple, pour savoir comment détecter ce fléau, comment détecter un enfant qui est victime d'inceste. Et c'est en formant les personnels qui sont proches des enfants au quotidien, vous voyez? Bien sûr. Donc, c'est toutes ces mesures, d'abord les mesures de prévention, mais c'est aussi les mesures de formation des personnels, d'accompagnement. Et moi, je veux encourager les personnes à continuer de prendre la parole. Je veux dire aux femmes qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Je vous ai parlé du 3919 tout à l'heure. Si on peut pas téléphoner, il y a les SMS par le 114. Si on peut pas envoyer un SMS, il y a Internet, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Si on est un homme et qu'on sent que la colère monte, ce qui peut arriver dans ces périodes de confinement, eh bien, il y a une plateforme qui s'appelle Ne frappez pas, qui est à disposition des auteurs de violence pour qu'ils soient accompagnés psychologiquement et que il y a également en fin d'année dernière, j'ai lancé un appel à projet pour que nous traitions aussi les auteurs. Et ce sont des centres de prise en charge des auteurs de violences, parce que si vous accompagnez les femmes, mais que vous ne traitez pas le mal à la source, ça continuera. Bien sûr, ce sera une autre femme. Et ce sera une autre femme. Donc il y a un travail colossal à faire, et c'est un travail que l'État doit faire, mais qu'il ne peut pas faire seul. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière les plus de 200 000 agresseurs qu'il y a dans notre pays, parce qu'il y a plus de 220 000 femmes qui subissent des violences conjugales dans notre pays chaque année. C'est terrible, c'est un véritable fléau. Et quand on parle des femmes, il y a aussi des enfants. Donc c'est absolument essentiel. Et encore une fois, je parle de toutes les victimes de violences conjugales, parce que je sais qu'il y a aussi quelques hommes qui sont concernés par la question. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont victimes de violences soient aidées, soient accompagnées. Que toutes les personnes qui sont victimes d'inceste puissent continuer à libérer la parole et qu'elles soient non seulement écoutées, mais qu'elles soient crues, parce que pendant longtemps, on a remis leurs paroles en doute. Et aujourd'hui, je veux leur dire que nous les écoutons, que nous les croyons et que nous les accompagnerons. Merci beaucoup. Dans ce podcast, il y a une notion dont je parle souvent, c'est celle du sweet spot. C'est l'endroit où on se sent à sa place, on se sent bien. En quoi vous vous sentez à votre place aujourd'hui? L'égalité entre les femmes et les hommes, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un combat, c'est le combat d'une vie. C'est ça. Moi, j'ai été élevée dans une famille patriarcale, dans une société patriarcale, dans laquelle je n'avais pas mon mot à dire. On décidait pour moi, on pensait pour moi, on réfléchissait pour moi. Et je m'étais presque habituée à ça, jusqu'à ce que je découvre la philosophie et que je me rende compte qu'il y avait peut-être d'autres possibles pour moi. Et ces possibilités ont transformé ma vie. Et je veux transformer la vie d'un maximum de femmes. Parce que nous sommes capables, nous sommes compétentes, nous sommes fortes, nous sommes résilientes. Et on nous fait croire qu'on est fragile, qu'on est incapable, qu'on est incompétente. Et ça n'est pas acceptable, ça n'est pas tolérable. Et ce que j'ai fait dans le monde de l'entreprise, je veux le faire aujourd'hui plus largement. Vous savez, le 8 mars dernier, on a lancé une campagne qui s'appelle les 1000 possibles. J'ai demandé à 1000 femmes qui sont des héroïnes du quotidien, parfois connues, parfois peu connues, je leur ai demandé d'écrire une lettre pour raconter aux 1000 petites filles qui sont nées le 8 mars quel a été leur parcours. Et l'idée derrière ça, c'était l'inspiration et la transmission. Je veux dire aux femmes dont vous faites partie, chère Enger, aux femmes qui ont réussi, aux femmes qui se sont battues, qui ont rencontré des embûches, qui ont rencontré des obstacles et qui y sont arrivées. Je veux leur dire qu'elles doivent prendre la parole. Je veux leur dire qu'elles doivent partager leur histoire. Je veux leur dire qu'elles doivent raconter aux jeunes filles qui doutent aujourd'hui que c'est possible, que l'espoir est là, que nous sommes dans un pays qui le permet et que nous devons nous battre pour prendre la place qui est la nôtre. Et la sweet spot, j'aime beaucoup l'idée. Super. Rapidement, je vais passer sur ce que j'appelle le tamis de Gatémery. C'est les questions usuelles du podcast pour lesquelles vous avez déjà répondu dans l'ancien épisode. Et dans l'ancien épisode, vous avez dit que vous avez appris à accepter la réussite. Oui. Et ça, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment on accepte la réussite. Ah, c'est intéressant.
comme je n'étais pas prédestinée à réussir, j'ai longtemps porté le syndrome de l'imposteur. Et à chaque fois que je réussissais quelque chose, je le cachais, j'en parlais pas. D'accord. D'abord parce que j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de réussir. Ensuite parce que je ne voulais pas faire d'ombre à mon entourage. Et enfin parce que je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment réussi? Et ça m'a pris beaucoup de temps de réaliser que quand on se bat pour quelque chose et qu'on arrive à l'obtenir, on doit se célébrer. Ne serait-ce que pour faire honneur aux efforts qu'on a fournis. Et j'ai réalisé que plus vous réussissez, plus vous poussez les barrières. Plus vous réussissez, plus vous osez. Et plus vous osez, plus vous réussissez. Cercle vertueux. Cercle vertueux. Est-ce que, Madame la ministre, vous avez un mot de la fin? Je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec vous. Merci beaucoup encore une fois. Et merci à Lilia de nous avoir aidé à coordonner tout ça. Est-ce que vous avez, oui, un mot de la fin pour les auditeurs, vous avez dit beaucoup de choses, mais sur la réussite en général? Eh bien, vous savez, je vais vous citer Nelson Mandela qui m'a inspiré toute ma vie et qui continue de m'inspirer. Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et j'ai appris au fil du temps que quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Ça prendra du temps. Ça demandera beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Mais lorsque vous voulez profondément quelque chose et que vous y tenez vraiment, ça vaut la peine de se battre. Et je suis convaincue que tous les êtres humains ont un don. Ils ont un talent. Alors, mesdames et messieurs qui nous écoutez, trouvez votre don, trouvez votre talent et faites-le briller. Le sweet spot. Je vous remercie, Madame la ministre. Merci à vous. Au revoir. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Retrouvez toutes les références dont on a parlé dans le descriptif de l'épisode ou sur le site internet www.gatemery.com. Si vous voulez me contacter pour me donner vos feedbacks, je suis hyper preneuse de feedback, ou bien me poser des questions, ou tout simplement me proposer de nouveaux invités. J'en ai pas mal sur ma liste, mais comme dit l'adage, plus on rit. N'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, sous le pseudo @gatemery, ou tout simplement sur le site internet www.gatemery.com. Je serai ravie de vous lire. Et dernière chose très importante pour moi, et je sais, je le répète, je le rabâche, mais c'est très important, c'est de m'aider à promouvoir ce podcast. Comment m'aider? La première action simple et efficace, c'est de me mettre une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Si vous n'avez pas Apple, il n'y a pas de problème. Partagez le podcast à votre entourage, 2-3 amis, vous leur envoyez un WhatsApp, ou bien sur les réseaux sociaux, un post LinkedIn ou Twitter, ou bien une story Instagram peut changer la donne et faire connaître le podcast à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à le faire si vous pensez qu'il est utile de promouvoir ce travail. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.